Bienvenue, vous regardez Business Africa, je suis Afolake Oyinloye. Les titres. Afrexim Bank et la ZLECAf lancent le système panafricain de paiement et règlement PAPS devant faciliter les paiements entre les pays transfrontaliers. Réputé pour renforcer l'immunité, une forte demande de champignons secoue le Kenya. Les agriculteurs seront-ils en mesure de maîtriser la complexité de la production et profiter de ce marché? C'est un rêve que le Niger nourrit depuis 1970, l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Le pays accélère les travaux de son premier barrage hydroélectrique. 40 pays africains sur 54 ont ratifié l'accord de libre-échange, une preuve que les pays africains sont désireux de commercer entre eux. Le système panafricain de paiement et de règlement promet de rendre les paiements transfrontaliers transparents, moins coûteux et moins sensibles aux fluctuations monétaires. Les pays du continent détiennent à présent leur propre système de paiement. La Banque africaine d'import-export Afrexim Bank et le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine ont mis en place un système panafricain de paiement et de règlement. Baptisé PAPS, ce mécanisme permettra aux pays africains d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés dans leur monnaie locale. Avant le PAPS, ces nations membres perdaient plus de 5 milliards de dollars américains par an en coût de transactions de paiement lors d'échanges commerciaux transfrontaliers. Le système a déjà été testé dans la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, ZMAO, où est développé le projet de l'ECO, la monnaie unique africaine. Afrexim Bank a approuvé 500 millions de dollars pour soutenir la compensation et le règlement dans les pays de la zone monétaire ouest-africaine. Un montant supplémentaire de 3 milliards de dollars sera mis à disposition pour soutenir la mise en œuvre du système sur l'ensemble du continent. Le PAPS a pour ambition de rebooster le commerce intra-africain. John Sebabi du PAPS, vous êtes au Caire, bienvenue dans Business Africa. Comment le PAPS va-t-il permettre au continent d'économiser plus de 5 milliards de dollars en paiements transfrontaliers? En termes de transactions de paiement en Afrique, cela peut être vu sous plusieurs aspects. Tout d'abord, en ce qui concerne la sollicitation d'USB pour pouvoir effectuer une transaction. Deuxièmement, les retards qui existent avant que le bénéficiaire reçoive les fonds. Et troisièmement, bien sûr, dans le coût réel de la transaction, car PAPS intervient pour s'assurer que les transactions se font en monnaie locale, ce qui réduit les coûts via un paiement instantané. Les fonds sont disponibles presque immédiatement. Donc, tout cela mis ensemble réduit le coût total en termes de transactions et fait également en sorte que les 5 milliards qui sont perdus puissent être encore plus réduits. Quelle est l'importance d'une monnaie unique pour le succès du PAPS? Y a-t-il des plans ou des travaux pour arriver à cette monnaie unique? Inévitablement, une monnaie unique est importante pour que leur marché effectue des transactions. Cependant, peut-être pour l'instant, faut-il se concentrer sur la garantie que les transactions dans toutes les devises qui existent sur le continent soient transparentes et efficaces. En général, le système de paiement est la plomberie de l'activité économique. Ainsi, le rôle du système de paiement pour s'assurer que cette plomberie est efficace et peut se poursuivre est une manière de soutenir les activités économiques. Donc, pour l'instant, PAPS se concentre sur la garantie que les transactions en cours sur le continent africain s'avèrent transparentes et efficaces. Au-delà du PAPS, quelles sont les mesures mises en œuvre pour stimuler le volume du commerce intra-africain? L'accord de libre-échange continental africain a été signé par plus de 50 pays, environ 54 pour l'instant, et a été ratifié par plus de 40. Cela montre l'importance que les pays y attachent. Il y a quelques protocoles en cours de négociation dans le cadre de cet arrangement concernant le commerce de biens et de services, les règles d'origine, les investissements, les différents commerciaux et tout le reste.
Chacun d'eux est donc un élément constitutif de notre objectif global d'augmenter les échanges intra-africains. Le PAPS est arrivé non pas comme une solution miracle ou non comme une fin en soi, mais c'est la somme de ces éléments qui va être très importante afin d'amener l'Afrique là où nous désirons qu'elle se trouve. Existe-t-il un plan pour la facilitation du commerce extérieur? Plus de 80% des importations dans les pays africains proviennent de l'extérieur. C'est une question importante et elle est très importante parce que l'Afrique ne fonctionne pas en vase clos. Certes, l'Afrique fait du commerce avec d'autres continents, mais je profiterai de cette occasion pour mentionner que 80% des transactions intra-africaines sont en fait réglées en dehors de l'Afrique. Donc, l'objectif est de s'assurer que les transactions intra-africaines, le commerce intra-africain est soutenu par ce mécanisme de paiement. Monsieur Sebabi, merci de votre participation. La culture des champignons au Kenya prend de l'ampleur. De plus en plus de personnes s'y intéressent pour ses effets sur l'immunité. Selon le National Farmers Information, le commerce des champignons au Kenya est évalué à environ 3 millions de dollars américains. Alors que le gouvernement et les ONG vantent désormais la production comme la clé de la fortune des agriculteurs, la complexité de la culture des champignons est une énigme qui doit d'abord être résolue. La culture du champignon gagne progressivement en popularité au Kenya. En raison de sa capacité à stimuler le système immunitaire, les champignons attirent de plus en plus de personnes soucieuses de leur alimentation et de leur santé. Selon les données fournies par le National Farmers Information Service, 500 tonnes de champignons sont produites chaque année au Kenya, contre une amende annuelle de 1200 tonnes. Bien que l'agriculture des champignons soit une activité agricole lucrative, le procédé étant assez complexe, la plupart des agriculteurs hésitent à se lancer en raison du manque de technique. Le compost de fumier que l'on appelle substrat prend 30 à 32 jours. Ce substrat contient du foin. Il est fabriqué à partir de plusieurs fumiers, du fumier maison, du fumier de poulet ou d'autruche et d'autres composants que nous ajoutons. Les graines de champignons sont ensuite mélangées au substrat, puis le mélange est incubé pendant 2 semaines. Après, place à l'enrobage avec du terreau de la forêt noire. Cette période est suivie de 2 autres semaines d'incubation pour permettre la formation des épingles. Le champignon étant très sensible aux agents pathogènes, les agriculteurs prennent des précautions supplémentaires en mettant en place une structure qui ne comporte aucune ouverture pouvant servir de point d'entrée pour les insectes. De plus, un pédivule désinfecté est placé à l'entrée. Lucas Mongar, expert conseiller et agriculteur, précise que malgré la complexité du processus, la culture des champignons est une activité agricole très rentable. Les retours sont bons, le bénéfice est d'environ 300% de l'investissement. Les champignons sont vendus à l'état frais, mais aussi après avoir été séchés au soleil. La construction du barrage de Kandaji a été reportée à 2 reprises et pourtant, la sécurité alimentaire et les espoirs énergétiques du Niger reposent sur ce projet. Situé à quelques 180 km de la capitale Niamey, le barrage devrait générer 130 MW et permettre de cultiver 145 000 hectares de terre. Voici le chantier du tout premier barrage hydroélectrique du Niger. Situé à Kandaji, à l'ouest du pays, ce projet pharaonique de 740 milliards de francs CFA, soit plus d'1 milliard de dollars, devrait permettre d'endiguer crise alimentaire et pénurie d'électricité dans un pays où seulement 15% de la population a le courant. Nous sommes un pays sahélien, nous sommes un pays qui emploie à l'insécurité alimentaire d'une manière récurrente. Donc il va falloir trouver des solutions alternatives. La seule solution alternative qui devrait régler ces problèmes, c'est le barrage de Kandaji, parce que je me dis qu'il y a 145 000 hectares de terres qui seront mises en valeur, rationnelles, au niveau du fleuve, sur le fleuve Niger. Donc du coup, ça va améliorer la production. Le projet est financé par la Banque mondiale, la BAD, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement. Quant aux travaux, ils sont réalisés par une entreprise chinoise. Malgré les investissements qui ont été faits ces dernières années, Gorubanda et autres, ça n'a pas permis à juguler effectivement les problèmes d'accès à l'énergie. Du coup, avec 130 MW, nous pensons effectivement
consommer au niveau national d'électricité, développer notre économie et vendre aussi l'électricité à l'extérieur. Les projections estiment que 400 000 tonnes de riz, maïs et produits maraîchers seront produites en plus chaque année. Une aubaine dans un pays où 80% de la population vit d'une agriculture dépendante des pluies. La mise en eau est fixée à 2025. C'est tout pour Business Africa cette semaine. J'ai pris plaisir à partager ces histoires. Vous trouverez plus d'informations sur les paiements transfrontaliers, l'agriculture au Kenya, les ambitions énergétiques du Niger sur nos différentes plateformes Africa News et africanews.com. Au revoir.